Eh bien, nous allons remonter le temps jusqu'à l'année 1993, cette belle journée du 10 janvier. Nous sommes à Prevessin, dans l'Ain, une ville plutôt bourgeoise avec pas mal de notables et de gens qui exercent de belles professions. Les éboueurs passent le matin, ils font leur travail, ils ramassent les poubelles, ils sillonnent les rues, il est à peu près 4 heures du matin, et ils arrivent devant la maison du docteur Jean-Claude Roman. Et là, quelque chose de bizarre, ils voient de la fumée, ils voient des flammes, bref, la maison est en train de brûler, ils appellent tout de suite les pompiers. Ces derniers font au plus vite, ils arrivent à pénétrer dans la maison, mais c'est déjà trop tard. Antoine, 5 ans, le fils de Jean-Claude Roman, est décédé. Caroline, 7 ans, la fille de Jean-Claude Roman, est décédée. Et Florence, la femme de Jean-Claude Roman, est aussi décédée. Elle a le crâne fracassé, vraisemblablement à cause d'un débris qui lui est tombé sur la tête, on ne sait pas encore. Et évidemment, il y a un survivant. Ce survivant, c'est monsieur Jean-Claude Roman, miraculé. Il est certes dans un mauvais état, mais on peut le sauver et il va être amené à l'hôpital le plus proche. Et là, les gendarmes prennent la route de Clairvaux-les-Lacs. Clairvaux-les-Lacs, c'est la ville dans laquelle habitent les parents de Jean-Claude Roman, parce qu'il faut leur annoncer la nouvelle. Et là, les gendarmes redoutent ce moment parce que les deux sont assez âgés, ils ont plus de 80 ans, ils adorent leur fils unique, Jean-Claude, et en fait, ils ont peur qu'en leur apprenant la nouvelle aux parents, le fait que leurs petits-enfants soient décédés, leur belle-fille, que leur fils soit quasiment décédé, bref, ils ont peur qu'ils fassent un arrêt cardiaque, parce qu'en plus, ils sont cardiaques. Donc ils font la route, il y a 1h30 de route entre Clairvaux-les-Lacs et Prevessin. Ils arrivent, ils toquent, les gendarmes, à la porte de Aimé et Anne-Marie. Personne ne répond. Ils attendent un petit peu, ils retoquent une nouvelle fois. Personne ne répond. Au bout d'une demi-heure, ils décident de forcer la porte. Et là, ils tombent sur Aimé et Anne-Marie Roman. Le problème, c'est qu'ils sont au sol, qu'ils baignent dans une mare de sang, qu'ils sont décédés et qu'ils sont recouverts d'un drap blanc. Ils sont pas morts dans un feu. La maison n'a pas brûlé. On retrouve des douilles de calibre 22 long rifle partout sur le sol. Le labrador de la famille n'a pas échappé à la tuerie. Aimé Roman a pris 2 balles dans le dos et Anne-Marie Roman a pris 3 balles dans le dos. Pendant ce temps, à Prevessin, dans la maison qui a brûlé, les gendarmes font les premières constatations, ils examinent rapidement les corps et ils se rendent compte que eux aussi trouvent des douilles de calibre 22 long rifle sur le sol, c'est quand même un peu bizarre. Ils vont observer un petit peu les corps et en fait, ils vont rapidement penser qu'ils ne sont pas morts d'inhalation de fumée toxique. Antoine, 5 ans, a pris 2 balles dans le dos. Caroline, 7 ans, a pris 3 balles dans le dos. Et Florence, en fait, c'est pas vraiment un débris qui lui est tombé sur la tête. Elle a été frappée très violemment à plusieurs reprises par un objet contondant. Et on retrouve du coup un petit peu le même système d'assassinat, c'est-à-dire que toutes les victimes ont pris des balles dans le dos. Et ça, généralement, c'est le fait d'un proche. Parce que ce proche n'a pas osé regarder ses victimes, donc des membres de sa famille, dans les yeux. C'est pour ça qu'il leur a tiré dans le dos. Évidemment, tous les soupçons se portent sur le seul rescapé de toute cette affaire, le docteur Jean-Claude Roman. Et c'est là que cette affaire absolument surréaliste va commencer parce que les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise. Et il y a une belle citation qui résume un petit peu tout de Jean-Claude Roman qui dira plus tard, et je cite « J'ai tué tous ceux que j'aime, mais je suis enfin moi-même ». Bienvenue à toutes et à tous, les amis, membres du Cercle Noir, j'espère que vous allez bien. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est vraiment un truc de fou. En l'écrivant, j'avais la chair de poule. Il y a un petit parallèle qu'on peut faire avec Xavier de Ligonnès aussi, on va voir ça après. On pourrait en tirer des films, des livres, et bien sûr ça a déjà été fait. Si vous trouvez que Ligonnès est allé loin dans son mensonge, quand il a caché toutes ses dettes, ses problèmes financiers, etc., vous n'êtes pas au bout de votre surprise avec Jean-Claude Roman, avec le docteur Jean-Claude Roman. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il est vraiment docteur, Jean-Claude Roman? Est-ce que vos parents exercent vraiment le métier qu'ils disent exercer? Interrogez-vous parce qu'après cette histoire, on n'est plus sûr de rien. En première partie, on va s'intéresser aux 18 ans de mensonges de Jean-Claude Roman qui, bien sûr, n'était pas médecin, mais pourtant il partait au travail tous les matins. Alors où est-ce qu'il allait? Où est-ce qu'il passait ses journées?
il vivait comme un médecin, il avait le train de vie d'un médecin. Et en plus, c'est pas le médecin de quartier avec son petit cabinet. Il travaillait à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, chercheur à l'INSERM, maître conférencier, bref, c'est le médecin le plus haut niveau qu'on puisse avoir. Et donc, il a une maison magnifique, il a une vie de luxe. Mais s'il n'a pas de vrai métier, comment est-ce qu'il trouve cet argent? Je vous jure, c'est fascinant. Et ensuite, on va s'intéresser, dans la fin de cette partie, au moment où l'étau s'est resserré en fait, autour de Jean-Claude Roman, où sa femme a commencé à avoir des doutes, où ses proches ont commencé à avoir des doutes, et il s'est retrouvé au pied du mur. En deuxième partie, on va brièvement s'intéresser au décès de Pierre Crollet, le 23 octobre 1988, 5 ans avant les meurtres. Pierre Crollet, c'est le beau-père de Jean-Claude Roman, c'est le père de Florence Roman. Et en fait, il va décéder dans une maison, dans sa maison, alors que seul lui et Jean-Claude Roman sont présents. Et c'est très bizarre parce qu'en fait, cette personne-là, Pierre Crollet, qui était un monsieur à la retraite, quelques jours avant cet accident, avait demandé que Jean-Claude Roman lui donne son argent, lui rende son argent. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il fonctionnait, Jean-Claude Roman, on va en parler plus longuement après, mais il prenait de l'argent à ses proches, qu'il lui donnait, pour le faire soi-disant fructifier et le placer en Suisse. Sauf qu'à un moment, il y a des gens qui demandent d'avoir leur argent, et bizarrement, ils disparaissent. En troisième partie, on va s'intéresser aux crimes. Comment est-ce qu'il les a préparés? Quel a été l'élément déclencheur? Qu'est-ce qu'il a acheté? Comment est-ce qu'il s'est débrouillé pour essayer de masquer ses crimes, mais qui n'étaient pas masqués en fait. C'est ça la différence avec de Ligonnès. C'est que là, les crimes ne sont pas masqués. Et on va le voir après. Il y a également une 6e personne qui a été agressée et que Jean-Claude a voulu assassiner. Cette personne s'appelle Chantal. Et en fait, là, il l'a agressée, puis au dernier moment, il a refusé de la tuer. Et on va voir pourquoi. Et pour finir, on verra ce que Jean-Claude Roman est devenu aujourd'hui, parce que oui, il est sorti de prison. Il est sorti de prison, il est libre à l'heure actuelle, il est sous liberté conditionnelle, mais bref, on va s'intéresser un petit peu à ce qu'il fait, à ce qu'il est devenu, et je vous donnerai, comme d'habitude, mon avis personnel sur l'affaire. Au lendemain du 10 janvier 1993, le lendemain du crime, des crimes, les enquêteurs commencent leur travail et directement ils interrogent les proches de Jean-Claude Roman. Ils leur demandent alors qu'est-ce qu'il fait dans la vie, qu'est-ce qui se passe, donnez-nous des infos sur lui. Et tous les proches vont dire écoutez, en fait il est déjà connu, vous devriez le connaître parce que c'est un grand médecin, il travaille à l'OMS, il est chercheur à l'INSERM, il est maître conférencier, il donne des cours tous les jeudis à Dijon. C'est un mec vraiment, voilà, c'est un notable, c'est un bourgeois, c'est quelqu'un qui a une profession très élevée, qui a un statut social très élevé. Et voilà, comme j'ai dit, c'est pas le médecin de quartier. Il faut bien comprendre ça, c'est que Jean-Claude Roman se vend comme un médecin haut de gamme qui est à l'origine de grandes découvertes, etc. Les enquêteurs vont bien sûr vérifier ça. Ils vont appeler l'Organisation mondiale de la santé et ils ne connaissent pas de Jean-Claude Roman. Alors, c'est sûr que c'est bizarre, mais au début, ils ne s'alertent pas parce que, si vous voulez, c'est tellement grand comme organisation que pas tout le monde se connaît. Et c'est d'ailleurs sur ça que jouait Jean-Claude Roman. C'est comme ça qu'en fait, il arrivait à duper un petit peu tout le monde parce que l'OMS, l'INSERM, c'est pas des petites entreprises de 10 personnes. Tout le monde se connaît sans se connaître. Du coup, quand la femme de Jean-Claude Roman rencontrer, ou les proches de Jean-Claude Roman rencontraient quelqu'un qui travaillait à l'OMS, il lui disait écoute, moi j'ai mon frère, mon mari qui travaille aussi, et que cette personne disait je le connais pas, Jean-Claude Roman, c'est totalement plausible, parce qu'il y a des milliers de personnes qui travaillent là-bas, c'est comme ça qu'ils pouvaient à chaque fois s'en sortir. Les enquêteurs appellent l'INSERM, là non plus, il n'y a personne qui s'appelle Jean-Claude Roman qui travaille, donc là ça commence à être bizarre, et là ils appellent l'ordre des médecins. C'est vraiment ce qui va nous donner la vérité parce que l'ordre des médecins, on ne peut pas contester. Ils demandent s'il y a un Jean-Claude Roman qui y est inscrit. Aucun Jean-Claude Roman n'est inscrit à l'ordre des médecins. C'est alors officiel, en fait, Jean-Claude n'a pas de métier, n'est pas médecin et a menti à tout le monde pendant presque 20 ans. Et alors là, la réaction des proches, c'est l'incompréhension, mais surtout la défiance parce qu'ils ne croient pas les enquêteurs à ce moment-là, que ce soit même le frère, en fait c'est surtout la famille de Florence.
parce que du coup Jean-Claude Roman n'a plus beaucoup de famille, comme il a tué ses deux parents et qu'il était fils unique. Mais la famille de Florence ne croit pas ça parce qu'ils ont vécu aux côtés de Jean-Claude pendant des années, ils le connaissent très bien. Toutes les fêtes de famille, ils le voient très régulièrement, ils disent mais écoutez, non seulement il a des vraies connaissances en médecine, il nous en parle très régulièrement, il organise des dîners avec des médecins, il parle avec eux sans aucun problème, mais surtout, il va travailler tous les matins. Ça fait des années qu'il prend sa voiture, il amène ses enfants à l'école et il va travailler, tout simplement. Il va à l'OMS. Parce qu'en fait, Prevessin, c'est juste à côté de Genève. Et il va travailler à Genève, donc en Suisse, là où il y a les bureaux de l'OMS. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait toute la journée s'il ne va pas travailler? Parce qu'il prend sa voiture et il part. Donc, en fait, les enquêteurs vont découvrir rapidement, de par leur recherche et de par ce que va dire par la suite Jean-Claude Roman. En fait, il prend sa voiture le matin, il dépose ses enfants à l'école, et puis il va soit sur des aires d'autoroute, il se gare là pendant des heures, il attend, soit dans des bibliothèques, soit il fait des balades en forêt. Mais il ne fait pas rien, en fait. Notamment quand il est à la bibliothèque, parce que quand il y est, il lit des revues scientifiques. Et il les lit très sérieusement, il les lit pendant longtemps, et mine de rien, c'est quand même quelqu'un d'intelligent. Jean-Claude Roman, et en fait, il retient beaucoup d'informations qui lui permettent de valider son mensonge. C'est-à-dire que quand des gens lui disent « Ah, Jean-Claude, t'es médecin » et qu'ils entament des conversations sur la médecine, Jean-Claude peut répondre, parce qu'il a de réelles connaissances sur ça, parce qu'en fait, il passe ses journées à lire des choses sur la médecine. Et il fait des voyages aussi, il dit à sa femme qu'il part au Japon, qu'il part aux États-Unis. Et en fait, il va bel et bien à l'aéroport, il dort à l'hôtel de l'aéroport, et puis il revient 2 semaines après, avec des petits souvenirs qu'il a achetés à l'aéroport de Genève, et il revient chez lui comme si de rien n'était, comme s'il revenait vraiment de son voyage au Japon. Il y a également un cardiologue avec qui il va dîner un jour, qui dira « À côté de gens comme ça, on se sent très petit ». C'est pour vous dire un petit peu la force de persuasion qu'avait Jean-Claude Roman, qui a même réussi à duper quelqu'un dans son propre thème, dans son propre domaine. Et alors vous allez me dire, mais si il est passionné par ça, pourquoi ne pas devenir réellement médecin? Bah figurez-vous qu'il a essayé, parce que, encore une fois, ses amis vont dire aux enquêteurs, mais écoutez, vous mentez. Parce que moi j'étais avec Jean-Claude Roman en fac de médecine. Il était avec moi en fac de médecine, je l'ai vu, on faisait les mêmes cours. Donc voilà, il est forcément médecin, j'ai fait mes études avec lui. C'est comme si vous regardiez quelqu'un dans votre école de commerce ou dans votre école de je ne sais quoi qui est avec vous et ensuite les enquêteurs vous disent non, c'est pas vrai. Sauf qu'en fait, bien sûr, il y a quelque chose qui va pas dans cette histoire quand les enquêteurs vont aller chercher des informations auprès de la fac de médecine de Lyon. Parce que Jean-Claude Roman s'y est bien inscrit en 75, il a réussi même sa première année, sauf qu'ensuite il ne s'est jamais présenté à l'examen de 2e année, et à la suite de ça, il s'est réinscrit 11 fois en 2e année, entre 1975 et 1986. On dirait les gens aujourd'hui qui font je ne sais combien de L1, de fac d'histoire ou de je ne sais quoi. Et en fait, ce qu'il fait pour duper tout le monde, c'est qu'il va bel et bien à la fac, il va suivre les cours de 3e, 4e, 5e année, sauf que forcément il va pas pouvoir passer les examens, parce que encore quand il suit les cours c'est dans des grands amphis, donc voilà, les profs font pas l'appel. Je vous rappelle qu'on est plus de quasiment 50 ans en arrière. Il va dans l'amphi, il fait comme si c'était un élève de 3e, de 4e, de 5e, de 6e année, sauf que quand arrivent les examens, forcément il peut pas les passer. Parce qu'il n'est pas dans cette année-là, là c'est pas possible. Du coup il se pointe dans le hall avant l'examen, il est avec ses amis, ils discutent de l'examen. L'examen commence, Jean-Claude n'est pas là, il va ailleurs, et quand l'examen se termine, il est de retour dans le hall pour discuter avec ses amis de l'examen qu'ils viennent soi-disant de faire. Vous allez me demander, mais pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas présenté à son examen de fin de 2e année? Parce que vraisemblablement, il avait les capacités intellectuelles pour y arriver. Et en fait, c'est très flou. C'est très flou et ça témoigne de la personnalité extrêmement étrange de Jean-Claude Roman. En fait, il va dire qu'il ne s'est pas présenté à l'examen, 2 raisons. Il avait un os de la main cassé et également, il n'aurait pas entendu son réveil. Et en fait, ça va être le premier des mensonges. C'est là que la boule de neige va commencer à se former et l'engrenage va commencer ici. Et en fait, il refuse ensuite d'aller au rattrapage, non plus parce que pour lui c'est un échec. Et on se rendra compte
dans toutes les analyses psychologiques qui vont être faites à son encontre, c'est que c'est un homme qui refuse la difficulté, qui refuse l'obstacle, qui refuse l'échec. Il a été élevé en enfant chéri, il a été élevé en enfant gâté par ses deux parents qui l'adorent et qui sont forestiers, qui n'ont pas un métier extrêmement élevé dans la hiérarchie sociale et qui en fait mettaient tous leurs espoirs dans leur fils. Et le fait rien que de devoir annoncer à ses proches, à ses parents qu'il doit passer au rattrapage, ça, il ne le supporte pas. Parce que Jean-Claude Roman, il est obsédé par le regard des autres, et ça, c'est ce que toutes les analyses psychiatriques démontreront lors de son procès, quand il sera en prison, etc. Sauf que bien sûr, il peut pas être là à tous les cours non plus, et quand les gens commencent à poser trop de questions, parce qu'il y a quand même des moments où c'est un petit peu bizarre, ben en fait, il va prétexter qu'il a un lymphome. Un lymphome, c'est un cancer, et en fait, avec ça, les gens vont arrêter de l'embêter. Parce que quand ils vont pas essayer de lui poser des questions trop gênantes, mais pourquoi Jean-Claude t'étais pas là? Parce que Jean-Claude va leur dire écoute, j'ai mon lymphome, c'est très compliqué, et vraiment avec ça, il va réussir à se mettre à l'abri. Et c'est également avec ça qu'il va réussir à séduire entre guillemets sa femme Florence, parce qu'au début Florence n'est pas très intéressée par lui, mais c'est quelqu'un qui se fait passer vraiment pour une victime, Jean-Claude Roman, avec ce lymphome, et au final, Florence va commencer à l'apprécier, avoir un petit peu pitié de lui, et elle va accepter, et il va se marier avec Florence au cours de ses années de médecine. Donc il va alterner entre son appartement à Lyon et la fac de médecine pour faire acte de présence. Et puis en 1983, donc vraiment les études vont se dérouler, personne ne va y voir quoi que ce soit. Je sais que c'est compliqué d'y croire, mais voilà, mettez-vous à la place des autres. Jean-Claude Roman est là à la fac de médecine, il est très convaincant, et quand on l'embête un peu trop, écoute, j'ai un lymphome, c'est pour ça que j'étais pas là ces derniers jours. C'est comme ça qu'il est arrivé, et moi je peux comprendre comment est-ce qu'ils se sont fait berner. Donc en 1983, il va annoncer à ses parents, à sa femme, qu'il est engagé par l'OMS. Et à partir de là, sa femme Florence, qui elle a fait des études de pharmacie, va uniquement faire 2-3 remplacements à la pharmacie du coin. Et puis au final, elle va être femme au foyer parce que son mari gagne beaucoup d'argent, donc elle peut se consacrer pleinement à l'éducation des enfants. Maintenant, la question c'est comment est-ce qu'il a son argent ? Comment est-ce qu'il fait vivre sa famille et comment est-ce qu'il peut entretenir ce mode de vie de quelqu'un de vraiment de classe supérieure, parce que il est dit que pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, il dépense environ 60 000 francs par mois, ce qui équivaut à peu près un peu moins de 10 000 euros. C'est une somme énorme. Donc pour quelqu'un qui ne travaille pas, qui gagne 0 euros, comment il fait ? Eh ben, je vous le donne en mille, un petit peu comme notre ami Xavier de Ligonnès, il met en place une pyramide de Ponzi. D'abord, il dépouille ses parents complètement, il a procuration sur leur compte, et au moment où il les tue, les parents n'ont plus un seul rond parce que Jean-Claude a tout pris. Pourtant, ils avaient un beau pactole au début, là vraiment il se sert comme il peut. D'ailleurs, les parents, juste avant les meurtres, ils vont dire à Jean-Claude, parce qu'ils vont recevoir une lettre comme quoi ils sont à découvert de moins 40 000 francs, et Jean-Claude, évidemment, va mettre ça sous le tapis, c'est une erreur de la banque, etc. Et en fait, les parents ont une telle confiance en lui qu'ils le croient, ils y font même pas attention. Et son autre grosse source de revenus, en fait, c'est la belle famille. C'est sa belle famille, c'est la famille de Florence, sa femme, Jean-Noël Crollet et Emmanuel Crollet, ses beaux-frères, qui vont plusieurs fois lui donner de l'argent, et Pierre Crollet, son beau-père, qui va lui donner plusieurs fois de l'argent. Mais alors pourquoi il lui donne pas de l'argent comme ça ? C'est parce qu'en fait, Jean-Claude Roman leur dit qu'il a la possibilité par l'OMS de placer ces sommes en Suisse et d'avoir un rendement de malade de 18 à 20% par an. Et forcément, ça peut paraître fou, 18 ou 20% par an, c'est possible, mais de 1, c'est très risqué, de 2, c'est très rare, et c'est pas sûr du tout. Mais en fait, il faut bien s'imaginer que ce mec-là, c'est un modèle pour tout le monde. Il exerce une profession vraiment respectée, il est médecin à l'OMS, il est chercheur, enfin bref, on s'en fout, le mec pourrait nous dire ça rapporte 100% par an, ils ont 100% confiance en lui. Donc, ils vont lui donner plusieurs sommes, et Jean-Claude va leur dire, voilà, écoutez, je vous la redonne dans 4-5 ans, vous inquiétez pas, elle aura triplé, quadruplé de sa valeur. Et c'est grâce à toutes ces sommes qu'il va vivre. En 1984, il perçoit 300 000 francs
à la suite de la vente de son appartement de Lyon que ses parents lui avaient acheté. En 1986, il perçoit 300 000 francs provenant de son beau-père, Pierre Crollet, qui lui donne une partie de sa pension de retraite pour que Jean-Claude Roman les fasse fructifier. En 1988, alors que c'est l'année du décès du père de Florence Roman, Pierre Crollet, et là on va en parler juste après dans la deuxième partie parce que Jean-Claude Roman y est peut-être pour quelque chose, c'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait Pierre Crollet va décéder et du coup ils vont vendre la maison de Pierre Crollet, la famille va décider de vendre la maison va se vendre pour 1 300 000 francs et la totalité de cette somme va être confiée à Jean-Claude Roman pour qu'il la fasse fructifier. En 1991, il perçoit 50 000 francs à la suite du décès de la grand-mère de Florence. Et en 1991, ce qui sera potentiellement son erreur fatale, c'est un petit peu comme Ligonesse, encore une fois, je suis désolé, mais il y a vraiment pas mal de parallèles qui peuvent être faits. En fait, il va avoir 900 000 francs d'une amie qui s'appelle Chantal, qui était dentiste et qui va vendre son cabinet et qui va confier son argent à Jean-Claude pour qu'il le fasse fructifier à 18-20%. 900 000 francs qui rentrent comme ça, sauf que Chantal va finalement s'empresser de lui demander cet argent à peine 1 an après, 2 ans après, et évidemment Jean-Claude ne pourra pas rembourser et c'est là que la pyramide de Ponzi va s'affaiblir et va même s'effondrer. Et en 1992, il vend sa BMW pour 145 000 francs, donc en fait en 8 ans, ça fait environ 3 millions de francs qu'il a détourné de ses proches, et en fait c'est sur cet argent-là qu'il fait vivre et qu'il apporte ce train de vie luxueux à sa famille. Il y a aussi quelque chose qui est assez terrible et qui montre vraiment le côté machiavélique du personnage. En fait, il y a un oncle de son épouse Florence qui est vraiment gravement malade et il n'y a pas de traitement. C'est un cancer pour lequel il n'y a pas de traitement. Et Jean-Claude Roman va lui dire que par l'OMS, il a accès à des médicaments en cours de test et qui viennent d'être fabriqués, qui viennent d'être découverts. Sauf que c'est des petites gélules qui coûtent très cher et qu'une gélule coûte 10 000 francs. Cette personne va accepter d'acheter tout ça à Jean-Claude Roman. Il va détourner du coup 60 000 francs. Il va lui donner des placebos, c'est-à-dire des gélules dans lesquelles il n'y a strictement rien. Et l'oncle de la femme va décéder de son cancer quelques mois après. Potentiellement la 6e personne qui a été assassinée par Jean-Claude Roman, c'est Pierre Crollet, le père de Florence. En 1986, il confie 300 000 francs à Jean-Claude Roman, c'est une partie de sa pension de retraite parce que Jean-Claude Roman lui dit « je vais les faire fructifier, etc. » Sauf que Pierre Crollet, en fait, en 1988, 2 ans après, il va vouloir son argent. Ou au moins une partie de son argent. Et évidemment, ça n'arrange pas Jean-Claude parce que lui, il a beaucoup de dépenses et à ce moment-là, il n'a personne pour le rembourser. Du coup, les taux se resserrent autour de Jean-Claude. Et le 23 octobre 1988, alors qu'ils sont tous les deux, Jean-Claude Roman et Pierre Crollet, dans la maison de Pierre Crollet en train de faire des travaux, eh ben, le vieux monsieur va faire une très grave chute dans les escaliers et les pompiers vont arriver, on ne pourra pas le sauver. Roman dira qu'il a potentiellement fait une hémorragie cérébrale avant de tomber, c'est ça qui aurait causé sa chute. Et en fait, il y a des rumeurs, alors moi je sais pas si j'y crois ou pas, ça me paraît un peu gros, un peu trop film d'action, mais en fait, il y a des rumeurs qui disent que quand les secours arrivent pour aider Pierre Crollet, qui le mettent sur civière, etc., qui lui demandent ce qui s'est passé, Pierre Crollet, en fait, va pointer du doigt Jean-Claude Roman. Et bon, évidemment, on ne pourra rien vraiment en tirer, parce qu'au final, il n'y aura pas de preuves, mais il y a des très gros doutes sur le fait que Jean-Claude Roman ait assassiné son beau-père Pierre Crollet parce que, en fait, il avait réclamé son argent. Et on verra que c'est pas la première fois, enfin si, ça c'est la première fois, mais on verra que c'est pas la dernière fois que Roman essaiera d'assassiner quelqu'un qui demande son argent. Parce que Pierre Crollet ne se réveillera jamais de son coma, il décédera à la suite de cette chute, forcément. Pierre Crollet décède, on n'a plus à le rembourser, on n'a pas à rembourser quelqu'un qui est mort, parce que les morts n'ont plus besoin d'argent. Ce qu'il va dire au procès, Jean-Claude Roman, parce que forcément on va le questionner sur ça, on va lui dire « Est-ce que vous avez tué votre beau-père en 88 ?» Et il va dire non, et vous savez quoi, si jamais vraiment je l'avais tué, je vous le dirai parce que j'ai plus rien à perdre, on n'en est pas à un de près. Donc bon, on peut le croire ou non, en tout cas, Florence, elle, avait des doutes. C'est ce qu'expliquent ses frères. Florence, un jour, va dire à un de ses frères, écoute, je pense pas
que papa soit mort dans un accident. On n'aura pas plus d'informations que ça parce qu'elle était vraiment sous l'influence de Jean-Claude Roman, mais on peut penser qu'elle avait des doutes, et si elle avait des doutes, ça veut dire des choses. Et il va reproduire 5 ans après ce qu'il a peut-être fait sur Pierre Crollet quand Chantal, son amie, va lui demander son argent. Il va aussi essayer de la tuer. On sait que Jean-Claude Roman, c'est quelqu'un qui fait très attention à son image, notamment à l'image qu'il renvoie aux autres. Il est acculé, le fait d'avoir tué toute sa famille, c'est assez horrible. Peut-être qu'il veut pas se rajouter une autre personne à avoir tué son beau-père, donc c'est pour ça qu'il mentirait. Je sais pas, faites-vous votre idée. 5 ans plus tard, en 1993, Chantal, son amie qui lui a prêté 900 000 francs, va demander son argent. Et Jean-Claude va prétexter son cancer, il va prétexter qu'il y a un délai, on peut retirer l'argent uniquement tous les 3 mois. Sauf que voilà, elle insiste beaucoup, donc Jean-Claude va lui dire écoute, on va faire un dîner chez Bernard Kouchner, qui à l'époque est le ministre de la Santé, et ce soir-là, je te rendrai ton argent. Ce dîner est censé avoir lieu à Fontainebleau, et en fait, il va aller avec elle, ils vont prendre la voiture, sauf que ils vont jamais aller dîner. En fait, Jean-Claude va tenter de l'assassiner, puis au dernier moment, il va renoncer. On va en parler plus en détail, ça, c'est le jour des crimes. À la fin de l'année 1992, Florence commence à se douter de quelque chose. Elle est devant l'école des enfants et puis elle parle avec une amie dont le mari également est chercheur et médecin, je veux dire, ou du moins travaille à l'OMS. Elle lui dit bah alors est-ce que les enfants viennent pour l'arbre de Noël de l'OMS? Florence n'a pas la moindre idée de ce que c'est. Et en fait, chaque fin d'année, l'OMS organise pour les enfants des employés un grand arbre de Noël où tout le monde vient, une petite fête, etc. Et là, Florence se dit, tiens, c'est bizarre, Jean-Claude ne m'en a jamais parlé. Et en fait, on suppose que c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à avoir de sérieux doutes. Pourquoi est-ce qu'elle n'en a pas eu avant? Parce qu'en fait, Jean-Claude lui apportait tout ce dont elle avait besoin. C'est-à-dire que quand elle avait besoin d'argent, elle demandait à Jean-Claude, hop, il lui donnait une liasse de billets, il n'y avait pas de problème. C'était Jean-Claude qui faisait le plein de la voiture, qui payait toutes les factures, qui payait l'école des enfants, qui payait les courses. En fait, elle n'avait jamais besoin d'interagir avec quelconque carte de crédit, quelconque compte bancaire, etc. parce que Jean-Claude veillait à ce qu'elle ne soit jamais dans les papiers et dans les affaires bancaires du couple. Quand elle remplissait sa déclaration d'impôt, Florence, elle la remplissait en premier, parce que Jean-Claude la remplissait juste après elle, et en fait, il marquait 0 sur la feuille d'impôt. Et quand il était questionné sur ça, en fait, il disait que comme il travaillait en Suisse, à l'OMS, il s'était prélevé directement à la source et il payait ses impôts en Suisse. Du coup, c'était vraiment la planque parfaite, le fait de dire je travaille à l'OMS, parce que même si on est à côté, on est quand même dans un autre pays, il y a énormément de gens qui travaillent là-bas, donc c'est un peu vague, on peut se cacher, on peut dire ah mais moi j'ai quelqu'un qui travaille là-bas, tu le connais pas, etc. Pff, on s'en fout. Les impôts, pareil, c'est là-bas que ça se passe, bref. C'est pour ça qu'en fait, pendant des années, Florence, tant qu'elle a tout ce dont elle a toujours rêvé, qu'elle peut élever ses enfants avec tout l'argent qu'elle veut, elle ne se pose pas de questions. Sauf à partir de cette fin d'année 92, où il y a cette histoire d'arbre de Noël. Et là, voilà, ses frères vont dire qu'elle commence à être un petit peu bizarre. À plusieurs reprises, elle va dire « Un jour, je pourrais apprendre que mon mari est agent secret, ça ne me choquerait même pas. » Et on sent que le flair, il y a quelque chose quand même qui commence à devenir bizarre. En cette fin d'année 1992, Roman a vidé tous les comptes de ses parents. Son amie Chantal lui réclame ses 900 000 francs. Il est acculé. Et comme notre ami, encore une fois, Ligonesse, il ne peut plus faire demi-tour. Et c'est là qu'il décide de commettre l'irréparable. Il va se procurer de nombreux barbituriques, en fait c'est des puissants anesthésiants. Ensuite il va acheter des balles de 22 longs rifles, il a déjà la carabine, le 5 janvier. Le 8 janvier, il va acheter des jerrycans d'essence à la station essence. Et le lendemain, c'est terminé. Le 9 janvier au matin, il s'empare du rouleau à pâtisserie et il assassine violemment sa femme. Il lui assène 4 à 6 coups sur la tête d'une extrême violence et elle va décéder de multiples fractures du crâne. Ça, c'est dans la chambre du couple. Ensuite, les enfants sont en bas, ils regardent la télé, ils regardent les dessins animés, ils prennent leur petit-déj, ils se doutent de rien. Jean-Claude va les faire monter un par un dans leur chambre parce qu'il va dire « Écoutez, je pense que vous avez de la fièvre. » Il va tout d'abord appeler Caroline, elle va monter dans la chambre. Il va lui tirer 3 balles dans le dos. Ensuite, il va appeler Antoine, le dernier. Il va monter dans sa chambre.
Il va mettre l'oreiller, il va dire que c'est pour faire un jeu, il va mettre l'oreiller sur la tête et il va lui tirer 2 balles dans le dos. Ensuite, il prend la route de Clairvaux-les-Lacs pour aller déjeuner avec ses parents. Le repas va se passer normalement, puis à la fin, il va monter à l'étage avec son père parce qu'il va prétexter que le radiateur a un problème. Là, il va mettre 2 balles dans le dos de son père. Ensuite, il va redescendre, il va mettre 3 balles dans le dos de sa mère. Il va également tuer le labrador, et ça, il va expliquer que c'est parce que Caroline, sa fille, l'adorait, et qu'il voulait que les deux soient réunis dans l'au-delà. La même journée, le soir, il va prendre la route de Fontainebleau avec son amie Chantal, parce qu'ils sont censés aller à ce dîner chez Bernard Kouchner que Jean-Claude Roman ne connaît absolument pas. Et il est censé rembourser Chantal, donc il va faire semblant de ne pas trouver l'adresse. Puis à un moment, il va dire à Chantal, écoute, on va s'arrêter, j'ai une surprise pour toi, j'ai un collier, ferme les yeux, je vais te mettre le collier autour du cou. En fait, il va l'agresser avec des bombes lacrymogènes, des tasers, et avec un fil, en fait, il va lui mettre le fil autour du cou et il va essayer de la tuer. Chantal va réussir à se débattre, elle va le supplier de ne pas faire ça pour ses enfants. Et en fait, Jean-Claude va retrouver une part d'humanité à ce moment-là, et il va abandonner le crime. Il va arrêter et finalement il ne va pas la tuer. Il va même la raccompagner chez elle. Et le lendemain, le 10 janvier, il rentre à Prèves-Saint, donc sa famille est décédée dans la maison, lui il est là. Il va passer la journée à regarder la télé, ce qui va choquer les enquêteurs parce qu'il y a quand même sa famille qui est morte à côté. Lui il va regarder la télé. Et à 4 h du matin, il va avaler les barbituriques. Il va mettre de l'essence un petit peu partout dans la maison et il va mettre le feu à la maison. Le problème, c'est que là, il va dire qu'il a tenté de se suicider, de par les barbituriques qu'il a avalés, le fait de mettre le feu à la maison, etc. Sauf que ça, on en doute, parce qu'en fait, il va mettre le feu à 4 h du matin. 4 h du matin, c'est l'heure à laquelle passent les éboueurs. Du coup, forcément, les éboueurs passent, ils voient la maison en feu, c'est eux qui préviennent les pompiers. S'il l'avait fait à une heure différente, peut-être que personne ne serait passé et qu'il serait réellement mort. Donc peut-être qu'il voulait que les éboueurs passent à côté de la maison à cette heure-là et voient justement la maison en feu pour lui venir en aide et pour appeler les pompiers. Il y a également les portes qui sont fermées de la maison avec des vêtements en dessous des portes pour bloquer sûrement les fumées toxiques, alors que quelqu'un qui veut mourir, il s'en fiche complètement, il ouvre les portes, il n'essaie pas de barrer quoi que ce soit. Donc Jean-Claude Roman, encore une fois, aurait sûrement fait preuve de faiblesse et en fait n'aurait pas tenté du tout de se suicider, il n'aurait pas eu le courage de se suicider malgré les barbituriques qu'il a avalés. Donc au moment de son arrestation, il va d'abord dire que c'est un homme habillé en noir qui est arrivé dans la maison et qui a tué toute sa famille, mais il est mis sous ses contradictions, il va pas continuer dans son mensonge plus longtemps. 15 jours après, il va avouer que c'est bel et bien lui qui a tué toute sa famille. Il va être mis en prison et le procès va avoir lieu quelques années après. Et là, l'enjeu en fait, c'est d'essayer de comprendre sa personnalité. C'est d'engager des psychiatres pour qu'ils définissent un petit peu comment fonctionne Jean-Claude Roman, parce que c'est quand même une personnalité mais incompréhensible. Et en fait, ils vont trouver qu'il a un narcissisme criminel et une mythomanie narcissique. En fait, il refuse l'échec, Jean-Claude Roman, et c'est quelqu'un qui est très faible. C'est quelqu'un qui a très peu de courage et dès qu'il est devant un obstacle, il contourne l'obstacle, il l'efface. C'est quelqu'un également qui apporte un crédit mais incroyable au regard des autres. Pour lui, c'est tout ce qui compte. Il a toujours été premier de la classe quand il était jeune. Il a même eu 16 à l'épreuve de philosophie au bac. Le sujet d'ailleurs était, et je cite, « La vérité existe-t-elle ?» Ce qui est intéressant maintenant qu'on sait ce qui s'est passé. Et en fait, avant d'aller en fac de médecine, il va tenter une classe préparatoire à Lyon. Et là, il va plus être premier de la classe. Et en fait, pour lui, ça va être un choc. Et à partir de là, il va partir, il va abandonner parce que quand il n'est pas premier, quand il est face à un échec, il refuse de franchir cet obstacle. Pour lui, en fait, il n'a pas le courage d'affronter les difficultés. Les experts psychiatriques le qualifieront de demi-fou. Assez fou pour tuer toute sa famille, mais pas assez fou pour ne pas en être responsable. Il va être condamné à 30 ans de prison, avec 22 ans de sûreté. C'est le maximum qu'on puisse avoir en France. Et il va très très bien se comporter. Il va travailler, il va passer un diplôme d'ingénieur informatique. Il va notamment beaucoup se rapprocher de Dieu. Et c'est d'ailleurs là qu'il est aujourd'hui. Parce qu'en fait, il est sorti fin 2019 et il est à l'abbaye
de Fongombo dans l'Indre. Les experts diront qu'en prison, il n'a pas vraiment évolué sur le plan psychologique parce qu'en fait, le problème de cette affaire, c'est que ça a probablement renforcé son narcissisme et son ego. Donc, mais il ne représente pas de danger criminel. Donc il est en liberté conditionnelle aujourd'hui à l'abbaye de Fongombo et il a interdiction de quitter l'abbaye pendant 2 ans et c'est très très dur pour les membres de la famille de Florence qui eux doivent vivre à vie avec ce qu'a fait Jean-Claude et puis le fait de le voir sortir, il n'a que 65 ans, c'est pas si vieux que ça. 65 ans, on peut encore vivre sa vie donc c'est assez terrible. C'est assez terrible, dites-moi ce que vous pensez, est-ce que vous pensez qu'il aurait dû rester plus longtemps en prison ou pas? Finalement, il aura fait 25 ans de prison. Moi je pense que comme Xavier de Ligonnès, ce sont des hommes extrêmement faibles. Ce sont des hommes qui refusent la difficulté et qui apportent un crédit impressionnant au regard des autres. En fait, ce sont des gens qui vivent par le regard des autres et qui refusent de décevoir qui que ce soit. Et en l'occurrence, pour Jean-Claude Roman, il y a la mythomanie. Parce qu'il va se mettre dans ce mensonge à partir de son premier examen qui va sécher en 2e année de médecine. À partir de là, voilà, il va refuser de dire à ses parents, de dire à ses amis qu'il a échoué. Et en fait, cette volonté de ne pas décevoir est tellement présente que c'est ça qui va le mener sur 20 ans de mensonges. Donc après, il n'y a pas la volonté de cacher les corps. Ça, c'est une différence qu'il y a avec Xavier de Ligonnès, c'est que lui, voilà, il ne va pas essayer de cacher les corps, il y a un côté un petit peu moins vicieux, mais on reconnaît encore sa lâcheté dans le fait de se suicider, soi-disant parce que je ne pense pas qu'il a tenté de se suicider. S'il voulait se suicider, pourquoi ne pas se mettre une balle dans la tête avec sa carabine 22 long rifle, la même avec laquelle il a tué toute sa famille? C'est-à-dire qu'il dit qu'il essaie de se suicider, mais il avale des barbituriques, certes, et voilà, il met le feu à la maison à 4 h du matin, pile quand les éboueurs passent, il met des vêtements sous la porte pour pas avoir les fumées toxiques. Ça fait encore preuve de sa grande lâcheté. La preuve de quelqu'un qui refuse d'avouer qu'il a échoué, qui n'a pas le courage en fait. Qui n'a pas le courage d'aller au bout des choses. Moi je pense personnellement qu'il a tué Pierre Crolet. Je pense qu'il l'a tué parce que ça correspond trop avec ce qu'il a fait 5 ans plus tard avec son ami Chantal. Dès que quelqu'un lui réclame son argent, voilà, il lui arrive des choses bizarres à cette personne qui réclame son argent. Voilà, je pense qu'il l'a tué. Après, il n'a jamais été jugé pour ça parce qu'il n'y a pas assez de preuves. Mais je pense qu'il l'a fait. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette affaire, laissez un like si jamais vous avez aimé et donnez-moi dans les commentaires des idées d'autres affaires que je pourrais traiter. C'était le dossier Jean-Claude Roman. Prenez soin de vous, restez safe. Salut à tous.